bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Véronique Guillotin, bienvenue, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice RDSE de la Meurthe-et-Moselle, RDSE, je le précise pour nos téléspectateurs, c'est Rassemblement démocratique et social européen. Vous réagirez à différents sujets et notamment à la suite de l'examen du projet de loi bioéthique au Sénat, puisque vous êtes vice-présidente de la commission spéciale sur ce texte. Nous irons d'ailleurs dans l'hémicycle pour faire un point et ce sera avec vous, Élise Bardot. Et oui, Rebecca, il était question à l'instant de l'interruption médicale de grossesse. Les sénateurs viennent de voter la suppression du délai de réflexion. Merci Alice, à tout à l'heure. Nous irons également en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Et ce sera votre micro, Alexandre Poussard. Et je serai avec Hervé Marseille, président du groupe centriste au Sénat. Et il a interpellé Édouard Philippe cet après-midi pour lui demander d'abandonner la procédure accélérée dans l'examen de la réforme des retraites. C'était lors des questions au gouvernement sur Public Sénat. À tout à l'heure, Alexandre. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Samia Dechir. Bienvenue Samia. Le Conseil d'État se penche sur cette très contestée circulaire Castaner. Oui, pas moins de 6 recours ont été déposés pour demander son annulation avant les élections municipales. Le détail avec vous. Marie Brémaud, Madame Europe sur Public Sénat. Bienvenue. Marie, vous avez apporté champagne et cotillon ? Oui. Alors, c'est pas moi qui fête quoi que ce soit, mais les Brexiteurs vendredi, eux, ils vont être à la fête. Attention au lendemain qui déchante quand même. Ouais, surtout ici. À tout à l'heure, Marie. Bruno Fulini, historien, vous contribuez à la revue L'Hémicycle. Pas de cotillon aujourd'hui, pas de champagne. Aujourd'hui, vous revenez sur l'inondation de 1910 à Paris. Oui, plutôt de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une grève des transports ? Eh bien, l'inondation de la capitale, c'est ce qui s'est passé il y a exactement 110 ans. Comment gouverne-t-on la France les pieds dans l'eau ? Et vous nous raconterez tout cela. À tout à l'heure. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur ce vent de révolte chez les parlementaires contre le gouvernement. Ils l'accusent de mépriser et même de maltraiter l'Assemblée et le Sénat. La réforme des retraites et son étude d'impact de plus de 1000 pages à étudier en accéléré, ça ne passe pas. Démocratie expéditive, disent-ils. Certains vont jusqu'à parler de régime autoritaire. Cet exécutif est-il en train de malmener les institutions ? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, je vous le disais, le projet de loi bioéthique, hier soir, le Sénat s'est opposé à plusieurs points. À la recherche sur des embryons chimériques et transgéniques, au test ADN généalogique dit récréatif, que vous connaissez peut-être, et puis à la recherche de la trisomie 21 dans le diagnostic préimplantatoire. C'est très technique, ça mérite quelques explications. Elles sont signées Audrey Vuettaz. Malgré l'heure tardive, plus de 23 heures, le temps s'est comme arrêté hier dans l'hémicycle. Sur ce type de mesures, on devrait prendre le temps. Et ils l'ont pris pour débattre sereinement de l'article 19 ter, introduit par la commission spéciale. Il vise à rechercher, dans le cas d'une fécondation in vitro et sous condition, les anomalies chromosomiques d'un embryon, celles qui entraînent des fausses couches. Problème pour certains sénateurs, le spectre détecte aussi la trisomie 21. Un handicap qui, lui, n'empêche pas un enfant de vivre. On est dans une démarche d'eugénisme. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit, ni plus ni moins, de trier les embryons et d'éliminer les embryons qui n'ont pas un génome conforme. Quel signal envoie-t-on aux personnes handicapées ? Ne cherchons pas forcément, au nom de ce que permet la science, à uniformiser ce que la société sera demain. Des prises de position applaudies, mais la rapporteure du texte a rappelé qu'il existe déjà des techniques pour déceler la trisomie 21, la myosynthèse par exemple. À ce moment-là, allons jusqu'au bout, soyons courageux et arrêtons le dépistage de la trisomie 21 qui aujourd'hui et depuis 10 ans proposé systématiquement à toutes les femmes au cours du premier trimestre de grossesse. Dans ces débats emportés, le gouvernement a aussi émis des réserves sur le diagnostic préimplantatoire. La certitude que ces techniques améliore réellement le taux de réussite des FIV est loin d'être admise partout dans le monde. D'après la ministre, le temps est encore à la recherche. Elle a proposé de financer un essai clinique pour juger de l'intérêt de cette pratique en France. Les sénateurs semblent aussi avoir voulu prendre le temps. L'article 19 ter a été supprimé du projet de loi. Allons plus loin donc avec vous, Véronique Guillotin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la commission spéciale sur ce texte. On voit pas mal de divisions, parfois aussi des tensions. Comment vous voyez cela et quelles sont vos positions ?
Alors, c'est un texte qui a été effectivement, qui est très particulier, en tout cas en examen, moins en commission spéciale qu'en examen en séance publique, où il y avait effectivement pendant toute cette période d'examen des périodes de lourdeur psychologique. Enfin, on sent que le sujet est quand même important. Touche à l'intime, fait appel ça touche énormément à l'intime, ça touche aux convictions religieuses, à l'histoire de vie de certains, à l'histoire de vie de certaines familles. Enfin, on sent bien que tout ça est entremêlé. Les positions étaient très transcourantes. En fait, il n'y avait pas de bloc droite-gauche, on n'était pas sur ce sujet-là, mais voilà, on voit bien on l'a déjà vu sur on avait les LR par exemple, et plutôt la gauche sur la même position dans certains cas, le gouvernement qui rejoignait l'une ou l'autre. Alors moi, ma position sur le sujet qui a été exprimé, là notamment les diagnostics préimplantatoires, moi j'étais plutôt favorable. Je trouve excessif et peut-être, à mon sens, pas injuste cette notion d'eugénisme, car je rejoins en fait la position de la rapporteure. La trisomie 21 aujourd'hui, on la détecte déjà. Elle est dépistée. Oui, voilà, chez les grossesses un peu tardives, les mamans qui ont des enfants un peu tard, et elle ouvre à une autorisation d'interruption médicale de grossesse. Et pourquoi étiez-vous pour alors? Moi, j'étais favorable. Alors, je reste toujours avec beaucoup d'humilité dans les décisions, des décisions pesées. Je pense pas détenir la vérité, mais moi, j'étais favorable parce qu'il y a des fécondations in vitro qui sont... Je me suis mis du côté de la femme qui cherchait en fait à avoir un enfant avec des fécondations in vitro à répétition, des périodes douloureuses, des fausses couches à répétition, des embryons qui ne s'implantent pas. Et l'idée de cette recherche préimplantatoire, c'est pas de trier des embryons pour avoir des embryons sains, c'est de chercher le meilleur embryon en fait qui puisse effectivement mener à terme pourquoi la femme veut le chercher. Le texte n'est pas assez bien ficelé pour que ça puisse réduire le risque de dérive, parce que c'est ça que cette menace-là que brandit Bruno Retailleau. Mais tout le texte a été traité comme ça en fait. À chaque discussion, il y avait ceux qui voyaient à l'intérieur de ces articles le risque de dérive, et c'est bien de le soulever, et ceux qui avaient peut-être une confiance en la science et qui se dit qu'en France, on a quand même une loi éthique, même si on ouvre, parce qu'en fait, le diagnostic préimplantatoire existe quand même aujourd'hui. Alors, il existe sur des maladies génétiques rares, très graves, etc., mais il est déjà possible. Alors, on l'a effectivement. Aujourd'hui, par cet article, il aurait été un petit peu étendu, mais le rapporteur Milon y avait mis aussi des barrières pour qu'il soit possible dans certaines conditions, dans des conditions de fécondation in vitro, avec des fausses couches à répétition, des diagnostics, des implantations qui ne se faisaient pas. Enfin voilà. Donc moi, j'étais plutôt favorable pour élargir un peu, toujours sous couvert d'une loi éthique et avec un encadrement à la française. Oui. Véronique Guillotin, on va voir où on en est dans l'examen du texte. On va rejoindre Alice Bardot dans l'hémicycle qu'on a aperçu dans le sommaire. Alice, vous suivez donc ces débats de très près pour nous. Et oui, Rebecca, alors il a été supprimé pour l'IVG en 2016 et désormais la question s'est posée pour l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Alors je parle bien sûr du délai de réflexion, le délai de réflexion dont il était question tout à l'heure dans l'hémicycle. Alors pour rappel, l'IMG, qu'est-ce que c'est? L'interruption médicale de grossesse, c'est une procédure qui peut être demandée par les femmes dans deux cas, si la santé de la femme est en danger ou bien si l'enfant à naître risque de développer une maladie grave et incurable. Alors l'hémicycle était divisé à la question de savoir s'il fallait oui ou non le supprimer. On écoute donc le sénateur Philippe Bas qui était contre la suppression de ce délai. Ce délai est un délai qui ne retire rien à la confiance qu'on a dans la décision libre et éclairée de chaque personne. Au contraire, ça crée les conditions d'une décision prise de manière libre et éclairée. Dans cette procédure, la décision, évidemment, elle est irréversible. On ne pourra pas revenir dessus. C'est donc très important que cette réflexion puisse se faire avec sérénité. Alors parmi les autres arguments contre, laisser les femmes dans une situation déjà très lourde psychologiquement, la ministre Frédérique Vidal a quant à elle défendu la mesure du gouvernement. On l'écoute. Rajouter un délai induit souvent un sentiment de culpabilité, puisque dans ce processus et cette relation de confiance,
le fait que l'on dise à cette femme, bon, à partir de maintenant, et d'ailleurs quand fixer le maintenant, vous avez 7 jours pour bien réfléchir, semble lui dire que jusque-là, elle n'a peut-être pas suffisamment réfléchi. Alors c'est finalement la position du gouvernement qui a eu les faveurs des sénateurs, puisque la suppression du délai de réflexion a été votée il y a un instant dans l'hémicycle. Merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions. Des débats sensibles, on l'a bien compris, on a bien suivi cela sur Public Sénat. On continue avec nos chroniqueurs, c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Samia Dechir, on commence avec vous. Ça fait des semaines qu'on évoque sur cette antenne la colère de l'opposition au sujet de la circulaire Castaner. Cette circulaire est désormais entre les mains du Conseil d'État. Oui, l'audience a eu lieu ce matin. Rebecca, les juges du Conseil d'État ont entendu les 6 demandes d'annulation de cette fameuse circulaire qui ont été déposées par la droite comme par la gauche. Alors cette circulaire, elle va changer de manière assez importante la lecture des résultats des élections municipales, puisqu'on n'aura plus de classement des listes par famille politique, type divers droite, divers gauche, comme on avait jusqu'ici. Tout ça va disparaître pour toutes les villes de moins de 9000 habitants. Alors jusqu'ici, cette absence de classement ne concernait que les plus petites villes, celles de moins de 1000 habitants, où il est vrai que l'étiquette politique compte moins qu'ailleurs. Et donc la circulaire, elle relève ce seuil à 9000 habitants, c'est-à-dire plus de 96% des communes pour lesquelles on n'aura plus de classement. Et donc pour l'opposition, non seulement on n'aura plus qu'une lecture partielle des résultats, mais en plus ça arrange bien la majorité présidentielle. Écoutez Bruno Retailleau, le patron des sénateurs de droite. Ça élimine 96-97% des communes de France, des communes de moins de 9000 habitants. Or, on sait très bien que le parti d'Emmanuel Macron fait ses meilleurs scores dans des communes de 9000 habitants et plus. Alors, j'ai fait le calcul dans votre département, Véronique Guillotin, la Meurthe-et-Moselle. Jusqu'ici, avec un seuil de plus de 1000 habitants, il y avait plus de 120 communes qui entraient en compte dans les résultats nationaux classés par famille politique. Savez-vous combien il y en aurait demain si cette circulaire est maintenue avec ce nouveau seuil de 9000 habitants? Vous allez me le dire. Eh bien, il n'y en aura plus que 14 villes de votre département qui vont entrer en compte dans le calcul des résultats avec le classement par famille politique. Ouais, donc ça fait vraiment pas beaucoup. L'opposition accuse du coup le parti présidentiel de vouloir cacher ses potentielles défaites dans les zones rurales, j'imagine. Alors, elle l'accuse non seulement effectivement de vouloir minimiser ses défaites potentielles là où le parti présidentiel est moins bien implanté, mais aussi de vouloir gonfler artificiellement le nombre de ses victoires avec la création d'une nouvelle famille politique. Puisque là où il y aura encore un classement dans les villes d'au moins 9000 habitants, donc le ministère de l'Intérieur a créé la nuance liste divers centres. Les préfets pourront y ranger toutes les listes qui ne sont pas investies, mais simplement soutenues par un parti de la majorité présidentielle. On va prendre un exemple, un maire sortant LR qui est soutenu par La République En Marche pourrait être classé dans cette nouvelle famille divers centres et donc associé à une victoire de la majorité présidentielle. Et pour le président des sénateurs socialistes, c'est non seulement injuste parce que ça n'est pas possible pour les autres partis politiques, et puis c'est aussi à ses yeux une manœuvre pour faire illusion. Alors je précise avant de l'écouter que quand il parle de REM, il parle de La République En Marche. On écoute Patrick Caner. REM se focalise sur une logique du coucou, en posant ses œufs dans d'autres listes et en faisant reconnaître ces listes par cette opération comme étant divers centres. Et donc avec des scores qui seraient attribués à la seule République En Marche. C'est donc, pour moi, REM, c'est un peu compliqué, c'est plutôt résultats électoraux manipulés. Alors Samia, sur quoi se fondent les recours pour annuler pour annuler cette circulaire? Alors les requérants avancent plusieurs arguments. Tout d'abord son caractère tardif. La circulaire, elle n'a été envoyée que le 10 décembre dernier, donc quelques mois seulement avant les élections. C'est trop tard, disent les opposants, pour changer les règles à si peu de temps du scrutin. Mais surtout, ils ont essayé ce matin de démontrer devant le Conseil d'État que cette circulaire porterait atteinte au pluralisme du scrutin et donc à la sincérité de ce scrutin en écartant 96% des communes des résultats officiels classés par famille politique. Donc à leurs yeux, cette circulaire, elle serait tout simplement contraire à la Constitution qui est censée garantir une participation équitable de tous les partis à la vie démocratique de la nation. Alors est-ce que le Conseil d'État sera sensible à tous ces arguments? Il va falloir attendre un peu pour le savoir. A priori, on le saura donc en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Véronique Guillotin, votre parti ne fait pas partie de
ceux qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Mais est-ce que vous soutenez ces demandes de suppression de la circulaire dite Castaner? Alors, moi, moi, je ne suis pas juriste, déjà. Donc, ce que va dire le Conseil constitutionnel, j'ai aucune idée de la constitutionnalité. Le Conseil d'État. Pardon, le Conseil d'État. J'ai aucune idée de ce qui va sortir de cette décision. Moi, j'aurais tendance à dire que les élections municipales, telles qu'elles étaient classées auparavant, n'étaient pas satisfaisantes non plus. Non. Pourquoi? Parce qu'une élection municipale, c'est tout sauf une élection de parti aujourd'hui. Moi, je suis dans une commune de plus de 9000 habitants et je ne vois pas... Certaines listes se disent Rassemblement de la gauche, d'autres divers droite, mais certaines listes, et de plus en plus nombreuses aujourd'hui, se disent listes citoyennes. Et je ne vois pas... Pas de couleur politique. Sans couleur politique, c'est une liste, ce sont des élections municipales. Et peut-être plus aujourd'hui qu'avant, moi, la tendance politique et la couleur politique de la liste disparaît. Alors, ça a été quand même une demande des associations, des maires. Absolument. Les maires ruraux sont très contents. Des France et l'association des maires ruraux de France, qui sont plutôt satisfaits. Ils demandaient jusqu'à 3500 C'est ça, habitants, les maires ruraux m'ont demandé... Pas jusqu'à 9000. Voilà, demandé jusqu'à 3500. Eux sont satisfaits. L'AMF semblait plutôt satisfaite, mais du coup, ils disent 9000, c'est un peu trop, mais globalement, dans les petits villages ou les petites villes, c'est compliqué. Mais est-ce que vous y voyez quand même un petit peu de manipulation? Au-delà du fait que ce qui va être très compliqué, je pense que ce qui va être très compliqué, c'est la lecture des résultats. Bien évidemment, la lecture des résultats va être compliquée. Mais oui, mais d'un autre côté, je veux dire, tout le monde va lire les résultats en sachant que c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que va apporter cette lecture des résultats? Moi, je reste un petit peu indécise. Ça apprendra aux journalistes à faire des lectures nationales sur des scrutins locaux. Il faut peut-être faire de la lecture nationale. Alors, il faudra faire de la lecture en bonne intelligence des chiffres. Les chiffres sont toujours manipulés. À partir du moment où on sait que ces chiffres-là reposent sur plus grand-chose, visiblement, puisqu'il y a combien de communes? C'est 3,33% 50% des électeurs. Voilà, 50% des électeurs, et 3% des communes. Donc, du coup, effectivement, les résultats n'auront plus grand sens pour qui que ce soit. Quand on regarde la carte, il y a quelques petits points roses sur les métropoles. On pourra dire oui, sur les grandes villes, les métropoles, effectivement. Voilà. Donc, oui, c'est peut-être une parade pour masquer. Moi, je ne sais pas ceux qui s'engagent dans les élections municipales aujourd'hui. Je pense qu'ils sont sur leur programme, leur projet, ce qui va sortir des résultats derrière. Moi, c'est pas un sujet qui me... ça apprendra aux médias à faire des lectures nationales sur des scrutins locaux. On a bien compris le message. On va continuer avec vous, Marie Brémaud. Ça y est, vraiment, le Brexit, on y est? Ouf. C'est bon? Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait inverser la donne. Là, le Parlement britannique, il a donné son feu vert définitif à l'accord de sortie. La reine Elisabeth a promulgué le projet de loi. Et puis, le représentant du Royaume-Uni, lui, il était ce matin au Conseil européen pour déposer le document officiel attestant que toutes les obligations légales sont bien remplies par le Royaume-Uni. Et puis, le Parlement européen, lui, il se prononce aujourd'hui sur la question. Donc, à moins d'un Big Bang, vendredi à 23h, le Royaume-Uni ne sera plus officiellement dans l'Union européenne. Le pays avait intégré la CE, la Communauté économique européenne, en 1973. Un pays qui s'en va, qui quitte l'Union. C'est donc une première dans l'histoire de la construction européenne. Au 1er février, il faut le dire aussi, l'Union européenne, elle perd 66 millions d'habitants et plus de 5% de son territoire. Les cotillons et le champagne, on en riait tout à l'heure avec un peu d'ironie, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Du coup, il va se passer quoi maintenant, en fait, Marie? Alors, justement, à très court terme, les Brexiteurs, Boris Johnson, le Premier ministre britannique en tête, mais également Nigel Farage, le chef du parti du Brexit, ils vont célébrer cette sortie, l'indépendance retrouvée. Mais je vous le disais, attention au lendemain qui déchante, car en fait, beaucoup reste à faire et à négocier. Cela ne va pas se faire en quelques jours ni en quelques semaines. Là, la période de transition, elle va durer au minimum 11 mois. Elle pourra se prolonger si besoin. Et durant cette période, le Royaume-Uni, il reste soumis aux lois de l'Union européenne, au droit européen et à la Cour de justice de l'Union européenne. La secrétaire d'État française des Affaires européennes attend, elle, des garanties extrêmement fermes de la part du Royaume-Uni. Écoutez. Aujourd'hui, on a une exigence. C'est qu'il nous faut des garanties très fortes pour que pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, pour les citoyens, pour les entreprises, nous ne rentrions pas, après ces 11 mois, dans une guerre commerciale ou dans une situation où on a un paradis fiscal, un paradis social ou un pays qui veut importer des choses sans respecter, j'y reviens, nos normes environnementales, sociales, agricoles. On ne signera pas, voyez, le 31 décembre à 23h, sous prétexte que c'est le 31 décembre à 23h. On signera un accord que si on a des garanties. Si cette période de transition doit durer 6 mois de plus, 12 mois de plus, ça nous va très bien. Parce que on n'a pas, voyez, à sacrifier le fait d'avoir un accord à tout prix
sur le fait d'avoir des garanties. Et effectivement, les points de négociation, ils sont nombreux. On ne divorce pas comme cela après 47 ans de vie commune. Qu'il s'agisse des zones de pêche, de la poursuite ou non des échanges étudiants via Erasmus, de la circulation des personnes, mais aussi des biens, il va falloir trouver des compromis pour qu'il n'y ait pas, et la ministre le disait, aux portes de l'Union européenne, une sorte de Singapour sur Thamis qui s'affranchisse de toutes les normes environnementales, fiscales et sociales. Mais Boris Johnson, il a une drôle de façon, lui, de montrer sa bonne volonté pour attaquer les négociations. Il reçoit qui aujourd'hui? Il recevait qui? Il recevait Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, pour discuter, et là je cite un communiqué du département américain, de la manière d'élargir et d'approfondir les liens commerciaux après le Brexit, et pour réaffirmer la relation spéciale entre les deux alliés. Je vous laisse juger du timing. Madame Guillotin, un commentaire? Un commentaire. Je ne dirais pas que le plus dur a été fait. On a une sortie négociée, et tant mieux. Je pense que ça a été dit. C'est les 11 mois qui vont suivre. Et encore, si on arrive au bout de 11 mois à régler toutes les difficultés, j'y crois pas beaucoup. Mais il faudra être très, très, très exigeant sur les accords qui vont se profiler. On a parlé de la pêche et on l'a entendu aujourd'hui sur les questions au gouvernement. C'est un vrai sujet, quoi. Et bon, heureusement que pendant cette année de négociation, on va dire, acte par acte, on va pouvoir laisser en fait les anciens accords perdurer. C'est quand même une bonne chose, mais il va falloir être très vigilant, et notamment sur ce qui va être importé dans notre pays, les règles d'importation. On a des exigences sur des normes européennes. Il ne faut pas encore qu'on se retrouve avec des accords commerciaux qui vont pénaliser. Après, il faut voir également dans quel état d'esprit le Royaume-Uni va entrer dans cette seconde phase de négociation. Ouais, ça va pas être... Est-ce qu'ils vont vouloir jouer les partenaires ou pas? Je rappelle quand même pour nos téléspectateurs que vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires européennes, donc c'est un sujet que vous regardez de très près. Imaginons, alors on a compris que la France pourrait y perdre, imaginons que le Royaume-Uni s'en sorte très bien, que ça fonctionne. Comme l'a dit un article de Mediapart, l'aboutissement de ce Brexit montre aussi que l'Europe est démontable. Est-ce que ça risque pas de faire effet boule de neige? Est-ce que ça risque pas de donner envie à certains? Il faudra voir ce que ça va donner quand même. Que le fait qu'ils sortent, qu'ils peuvent s'en sortir, ils pourront peut-être s'en sortir, mais moi je ne suis pas convaincue que l'Europe est démontable, et je suis plutôt de celles qui pensent qu'il faut la renforcer, cette Europe-là. Et moi je reste convaincue que l'Europe est une bonne chose, une belle chose, qu'il faut continuer à travailler, quoi. Et vous êtes convaincue que la France y perdra? Sur la sortie de... Non, je pense pas que ça aura un coût en tout cas. Il va y avoir un coût européen. Bien sûr, ça aura un coût pour tout le monde. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'y peut quelque part plus rien. Plus grand-chose. Il faut juste qu'on travaille. Et le point aujourd'hui important, c'est que ces accords, les différents accords, je pense à la pêche, mais il y a les médicaments. C'est un sujet, la santé qui a fait quand même qui nous a posé beaucoup de problèmes. Il faut que sur chaque point, effectivement, l'Europe et la France n'y perdent pas. Il faut être très, très exigeant sur les accords qui vont s'engager. Allez, on enchaîne avec vous. Bruno Fulini, je le disais, vous êtes historien, vous collaborez à la revue L'Hémicycle et vous publiez ce livre, Les rois fous de l'histoire. Vous êtes fou d'histoire, vous nous racontez cela toutes les semaines et aujourd'hui, vous allez nous ramener en 1910. Vous allez nous replonger, c'est le cas de le dire, pardon pour le mauvais jeu de mots, dans la crue historique de la Seine. Je l'assume, oui, voilà. On a des belles images. Faisons un plongeon. Oui. Un plongeon dans le temps, un plongeon en arrière. Nous sommes il y a exactement 110 ans, en janvier 1910. Alors là, il y a eu des semaines et des semaines de pluie. La Seine n'a cessé de grossir. Au début, les Parisiens sont un peu badauds, donc ça les amuse. Ils vont voir la Seine monter au bord des quais. Il y a une armée de pêcheurs, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup plus de poissons quand le fleuve monte. Le problème, c'est que ça continue de gonfler et que la Seine finit par sortir de son lit dans la deuxième quinzaine de janvier 1910. Alors là, on rigole plus du tout. Elle envahit les rues, elle envahit les caves. Figurez-vous que bien sûr le métro qui est tout neuf, bien évidemment s'arrête. Les usines électriques s'arrêtent. L'usine à air comprimé qui fabrique ce qui permet d'envoyer les pneumatiques, et ce sont les mails de l'époque en fait, ça s'arrête également. Les hippopotames du jardin des plantes se mettent à barboter dans la Seine. Alors évidemment tout ça nous paraît très pittoresque, mais dans le froid et dans le noir, les Parisiens eux ne rigolent pas du tout. Et puis alors il y en a qui sont vraiment très embêtés, eh bien ce sont les hommes politiques de l'époque. Comment gouverner la France dans une capitale qui est comme cela inondée? Au moins 3 ministères ont les pieds dans l'eau, et pas des petits ministères. Le ministère de l'Agriculture, le ministère du Travail, et c'est un comble, le ministère des Travaux publics, celui sur lequel on pourrait compter quand même. Le Sénat est à peu près préservé, parce qu'il est un petit peu en hauteur, mais quand même, il y a des caves inondées jusqu'à Saint-Sulpice, donc le Sénat se sent menacé. Et puis surtout les députés qui sont en bord de Seine, alors là sont très embêtés. Le Palais Bourbon est
devenue une île. On est entouré d'eau et Sur des naufragés. et comment faire? Mais oui, comment faire? C'est beau Parce de voir que ces images. le gouvernement ne veut surtout pas se replier, ne veut pas arrêter, ne veut pas donner le signal de l'affolement. Donc on continue à légiférer comme si de rien n'était. Et comment on fait? Eh bien, figurez-vous qu'on fait appel à la Marine nationale. Des marins viennent de Toulon, de Bretagne, et ils viennent avec des canots, des petits canots pliables en toile, qui sont les canots Berton, mais que les parlementaires vont surnommer des torpilleurs, puisqu'ils sont manœuvrés par des marins en uniforme. Eh bien, ces petits canots vont permettre d'aller au Palais Bourbon, d'aller dans les ministères, de faire la navette, finalement, et ainsi de maintenir un fonctionnement presque normal. Il y a un petit souci avec le journal officiel, parce que l'imprimerie aussi est inondée, et donc on va réquisitionner les presses du Petit Parisien, qui est plutôt un grand quotidien populaire, et qui va imprimer le journal officiel. À partir du 29 janvier, donc il y a vraiment 110 ans, la décrue s'amorce, l'eau va s'en aller, Paris va être très sale mais libéré de l'inondation. Les parlementaires, eux, vont faire un énorme rapport sur les dégâts causés par l'inondation et les moyens de la prévenir, d'en prévenir de nouvelles en tout cas. Et justement, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si la Seine sortait à nouveau de son lit? Alors aujourd'hui quand même, par rapport à 1910, les berges de la Seine ont été stabilisées, renforcées, rehaussées. Par ailleurs, dans l'est de la France, il y a des lacs de retenue, donc on contrôle quand même un peu mieux le débit du fleuve qu'en 1910. Néanmoins, rien ne permet d'exclure a priori une super crue centennale ou millénaire, et donc il y a un plan. Il y a un plan qui est officiellement élaboré pour envoyer des informations, pour maintenir un certain nombre de services publics. Cela dit, par rapport à 1910, nous sommes beaucoup plus dépendants de l'électricité, et on a calculé que en cas de crue, par exemple, ipso facto, plusieurs milliers de personnes en Île-de-France seraient retenues prisonnières des ascenseurs. Rien que cela, c'est un énorme problème. Les claustrophobes que nous sommes. Ben oui, vous imaginez le cauchemar, les clos qui montent. Et puis, bon, en 1910, les Parisiens sont encore des paysans ou des enfants de paysans. Ils viennent de la campagne, ils ont appris à se débrouiller, ils vont trouver plus débrouillards que nous. Oui, ils sont beaucoup plus débrouillards. Et puis ils sont aussi plus solidaires, on le voit. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'on met en place les premières soupes populaires. Et la question que je pose, eh bien, en cas de grande inondation aujourd'hui, est-ce que le bobo parisien, individualiste, plongé dans le noir et dans l'eau glacée, serait aussi efficace que ceux de 1910? Eh bien, c'est à vous que je pose très lâchement la question. Mais quelle horrible vision avez-vous de nous tous? Question prend les escaliers. Très sympathique. Je ne sais pas si Bobo parisien s'en sortira mieux, mais en tout cas, ça interroge sur les. En plus, avec les réchauffements climatiques et en tout cas le dérèglement climatique, on pourrait se dire qu'on pourrait s'attendre à un événement de ce type-là. Alors après, il y a eu on a quand même des grands plans aujourd'hui qui sont mis en place. Il y a des retenues, des lacs qui permettent de retenir en amont ces quantités d'eau. Mais de ce que j'ai pu lire, il semble insuffisant, en tout cas même pour endiguer la quantité d'eau qui serait montée en 1910. Et ça interroge, je trouve aussi, sur ce changement climatique qu'on dit brutal et soudain. En fait, depuis 1910, on n'a pas eu autant de montée d'eau qu'en 1910, du coup. Donc c'est aussi un petit peu paradoxal. À Paris. À Paris, oui. Ouais, alors après, on a plein d'événements. J'ai juste peut-être quelque chose d'important à dire. Alors, vous parliez plutôt de l'après-inondation, voilà, avec la marine, etc. Et ça pose la question, effectivement, de toute la prévention qu'on peut mettre en place. Consommation, moi j'y reviens parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je veux dire, quand les territoires disent mais non, on peut quand même consommer un peu de terre naturelle parce que, voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a plus le droit, en fait, de faire les choses à la petite semaine. Et voilà, prudence avec les terres naturelles, à l'urbanisation, les plans de prévention, les canalisations, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a quand même besoin également de moyens financiers pour pouvoir effectivement anticiper des grosses catastrophes qui sont peut-être demain possibles. Le message est lancé. Merci infiniment, Véronique Guillotin, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. La suite de la LPL, c'est le grand débat. On va revenir sur cette colère des parlementaires qui vise l'exécutif. Depuis le début du quinquennat Macron, beaucoup se sentent méprisés, malmenés. Mais là, on a peut-être franchi un cap supplémentaire. La réforme des retraites en procédure accélérée, sans une ligne sur le financement, c'est un peu la goutte d'eau. Et maintenant, c'est très solennellement qu'ils demandent l'ajournement des débats ou le retour à une procédure classique. L'exécutif est-il en train de manquer de respect au Parlement? On va ouvrir le débat avec nos invités après les images et les réactions avec Jérôme Rabier.
Interrogé au Sénat sur le calendrier parlementaire du projet de réforme des retraites, Édouard Philippe reste inflexible. Non, il n'y aura pas de report ou le retour à une procédure classique d'examen du texte. L'objectif est toujours une adoption avant l'été et cela ne changera pas. Nous allons rester sur le calendrier que nous avons proposé, oui, je dois le dire, et je ne m'en excuse pas, car je pense que le débat, et c'est ce à quoi je voudrais arriver, car je pense que le débat sera intense. Je pense que le débat sera passionné. L'offensive groupée, une fois n'est pas coutume, de toutes les oppositions, n'a donc pas convaincu l'exécutif. À l'Assemblée nationale, la droite dénonce notamment des discussions qui occulteraient l'essentiel, la question du financement du nouveau système. Nous ne pouvons accepter de voter une réforme de cette importance et de ce niveau de complexité dans une telle précipitation. Aujourd'hui, le Parlement ne dispose ni du temps, ni de toutes les données nécessaires pour évaluer, amender, discuter de cette réforme. Même interrogation au Sénat où on dénonce l'utilisation de la procédure accélérée et le recours massif aux ordonnances. Une très large majorité des groupes parlementaires a donc demandé officiellement de revenir sur cette procédure. La conférence des présidents qui vient de se réunir a décidé de s'opposer à l'engagement de la procédure accélérée sur le projet de loi organique relatif au système universel de retraite. Une demande qui est ensuite transmise au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, mais à laquelle il ne devrait pas y avoir de suite. Sauf surprise, les députés débattront donc du projet de loi dans l'hémicycle à partir du 17 février. En parallèle se tiendra la conférence de financement qui réunira les partenaires sociaux à partir de demain. Mais là aussi, le calendrier bloque. Même la CFDT, à l'origine de cette conférence de financement, demande des garanties sociales avant de parler argent. Et franchement, un certain nombre de propositions, y compris sur la pénibilité, auront un coût. Peut-être qu'elles auront un coût, mais le coût de la justice sociale, il ne se discute pas. Et dans ce cas, après, on pourra parler financement. Mais si on commence à parler financement avant de parler justice sociale, on perdra le fil de ce qu'est normalement un projet y compris pour la société. Mais avec une confortable majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement a les moyens de ne pas céder à ces demandes, obligeant parlementaires et syndicats à travailler au pas de charge. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, François Patria, bienvenue. Vous êtes président du groupe La République En Marche au Sénat. Daniel Obono, bienvenue. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Jad Zahab, bienvenue. Vous êtes président fondateur du Parlement des étudiants. Et Benjamin Morel, bienvenue et bonsoir, politologue et maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci à tous les quatre d'être ici. François Patria, on entend des mots comme démocratie expéditive, conditions de travail inadmissibles, examen d'un texte à trous. Est-ce que vous diriez, très honnêtement, que peut-être l'exécutif brusque un peu les parlementaires? Brusque. J'ai envie de faire un mauvais jeu, j'ai envie de dire comme Coluche, je me marre. Je me marre. Parce que je vois bien aujourd'hui, parce que je fais parlementaire depuis longtemps, ce qu'est l'obstruction parlementaire. Parler aujourd'hui de brusquerie. On va avoir 6 mois pour en parler. Ça fait 2 ans qu'on en parle. La commission de l'Assemblée nationale spéciale est constituée. Elle commence à travailler aujourd'hui et mardi, elle s'installe, elle travaille. Elle va travailler pendant 1 mois et demi. Il y aura 3 semaines de débat au Parlement, 15 jours aux 3 semaines. Ici, le Sénat s'est déjà emparé à la fois de l'étude d'impact du projet de loi et il y travaille. Il va commencer à légiférer dessus au mois d'avril. On aura encore avril, mai, juin pour y arriver. Ça veut dire qu'on va mettre 6 mois. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi, les opposants, à bloquer le projet dans la rue. Bon, on voit bien que la manifestation d'aujourd'hui diminue et que le combat de la rue est sans issue. Bien, ils n'ont pas réussi. Bien. Alors maintenant, c'est dit, c'est au Parlement qu'on va mener la bataille. On dit, ça va être effervescent, ça va être brûlant. Donc, alors on trouve tous les artifices. Et ça commence hier. Et hier, j'ai entendu, j'ai dit même hier, les grands principes, c'est bien. Les petites arrière-pensées, c'est de ce quoi on vit tous les jours au Parlement aujourd'hui. Daniel Obono. Voilà. Écoutez, moi, je ne suis pas parlementaire depuis des années et des décennies. C'est mon premier mandat et c'est vrai qu'on a été très vite habitués à des passages en force qui, y compris, sont assez incompréhensibles puisque, vous l'avez dit, la majorité, une très large majorité. Et pourtant, dès le départ, on a eu la loi travail tout de suite. On n'avait même pas encore déballé nos affaires qu'on était censé préparer des amendements. Enfin, littéralement. Donc vous dites, vous avez été brusqué. C'est un peu l'état d'esprit général de cette majorité, y compris quand ça ne se nécessite pas. Ici, on est dans une situation quand même où même le Conseil d'État, je vous rappelle, a noté qu'il devait lire
1000 pages et rendre un avis en quelques jours et ont indiqué que c'était impossible. Donc la question c'est, vous parlez d'obstruction parlementaire, mais on n'a même pas encore commencé, on n'a même pas encore eu les moyens de pouvoir faire... non, ça ce n'est pas de l'obstruction. Il peut y avoir de l'obstruction et je pense que dans ce cas elle serait légitime, mais là c'est simplement des parlementaires qui aimeraient pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et y compris les personnes qui se sont exprimées ne sont pas les plus grands opposants à cette réforme parce qu'ils sont... les parlementaires de la droite. Respect du Parlement. Mais oui, je pense que c'est un état d'esprit général, c'est une méthode de gouvernement. On l'a vu, le gouvernement veut passer en force parce qu'il est minoritaire. Parce qu'il est minoritaire, s'il vous plaît, chers collègues, je voudrais terminer le fond de ma pensée. Il est minoritaire aujourd'hui dans la société. Les mobilisations restent importantes, soutenues majoritairement par les Français et les Françaises, parce qu'ils savent, ils savent que c'est une mauvaise réforme. Il n'a pas réussi à convaincre avec les arguments de fond sur la supposée universalité, l'égalité. Tout ça est tombé à plat parce qu'une fois qu'on a commencé à voir dans le concret qu'est-ce que ça signifiait, y compris malgré les tentatives de truquer tous les chiffres. Je vous donne la parole dans un instant. Voilà, on va terminer ce tour de table. Il n'arrive pas effectivement à convaincre sur le fond et donc il passe en force en faisant tout et n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment un signe de mépris. Et je crois qu'en tant que parlementaire, la moindre des choses, c'est de pouvoir dire respecter un peu ce travail, parce qu'à travers nous, ce sont les Français et les Françaises qui nous ont élus, tous et toutes, qui sont aujourd'hui à nouveau méprisés par cette majorité. Alors, je vais tenter de vous réconcilier. Je pense qu'on peut trouver une position médiane entre M. Patry et Mme Obonossi. Tout est possible sur ce plateau. Je crois que d'un côté, on ne peut pas dire que ce qui est en train de se passer, on est en train de bafouer le Parlement et c'est un acte antidémocratique, mais dans le même temps, on peut aussi dire qu'effectivement, quand on a un texte définitif le vendredi et qu'il faut avoir déposé des amendements pour le vendredi prochain, c'est en quelque sorte une forme de travail dans la rapidité, surtout quand c'est un texte qui va changer énormément les vies d'un certain nombre de personnes, et on peut même dire tout le monde. Je crois que la position médiane, c'est de dire, effectivement, dans ce texte, on a beaucoup d'ordonnances, mais les ordonnances ne sont pas inconstitutionnelles, et elles ne constituent pas, j'allais dire, une entrave au Parlement. Il y aura une loi d'habilitation, mais dans le même temps, effectivement, quand on a un texte aussi lourd où chaque article change tellement de choses qu'il faut, chaque ligne va impacter des millions de personnes. La position médiane entre les deux parlementaires sur ce plateau, c'est que effectivement, si le Parlement veut pouvoir exercer ses fonctions de manière sereine, peut-être aurait-il fallu qu'on ait un peu plus de temps, mais on est bien en démocratie parlementaire et le Parlement va exercer. Donc brusqué mais pas bafoué. Hier, sur le plateau de Public Sénat, le député socialiste Boris Vallaud a visé très précisément Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, ne protège pas ses députés. Est-ce que c'est son rôle ? Je vais me tourner vers vous dans un instant, Benjamin Morel, mais on va l'écouter. Il répondait aux questions d'Oriane Mancini. Richard Ferrand est le président de l'Assemblée nationale. Il devrait faire respecter l'Assemblée nationale parce que nous avons un honneur exigeant qui est celui de représenter les Françaises et les Français. Et il ne l'a fait pas respecter ? Non, en acceptant ce calendrier, en acceptant cette étude d'impact indigente, il ne défend pas le Parlement. Et ça, c'est une vraie question, Benjamin Morel. Est-ce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il est censé protéger, c'est le mot, tous les députés, ou il fait aussi partie d'une majorité et donc il va plutôt du côté de l'exécutif ? C'est tout le problème, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir l'ambition de réconcilier, je suis moins ambitieux que vous, LREM et la France Insoumise. Le fait que le Parlement soit brusqué, c'est quelque chose qu'on a connu sous toute la Ve République et qui s'accélère ces dernières années. Preuve en est, le nombre de projets de loi en procédure accélérée, en fait, le nombre de projets de loi qui n'est pas en procédure accélérée, c'est-à-dire à part les révisions constitutionnelles aujourd'hui, tous les projets de loi sont en procédure accélérée, alors que normalement, ça devrait être une exception. Donc les gouvernements, c'est parce qu'il faut aller plus vite. Les gouvernements brusquent les parlements, si vous voulez. Aujourd'hui, très clairement en France, il y a cette culture-là qui est assez dommageable au débat parlementaire. Là, très clairement, on franchit un cap, si vous voulez, dans la rapidité qui est exigée des parlements. Il y a un vrai problème avec l'étude d'impact. Si on revient sur cette étude d'impact et sur Richard Ferrand, là, si vous voulez, il y a une ambiguïté qui est liée à la révision constitutionnelle de 2008. Oui. En 2008, on dit on va faire des études d'impact pour informer les parlementaires. Et si cette étude d'impact est indigente, eh bien à ce moment-là, on aura des parlements qui pourront se retourner contre cette étude d'impact, refuser l'étude d'impact et éventuellement le Premier ministre pourra saisir le Conseil constitutionnel. Mais pour arriver à saisir, il faut que vous ayez la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se liguent contre le gouvernement. Or, le principe de la Ve République, tel qu'elle a été conçue, c'est le fait majoritaire. Donc c'est que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale
par définition, soutiennent le gouvernement. Donc on crée quelque chose, un mécanisme de défense du Parlement qui a pour seul objectif, en fait, de ne jamais réellement être activé. Et on se retrouve avec cette situation-là. Donc Richard Ferrand est d'une certaine façon dans l'incapacité politique de prendre cette décision, même si institutionnellement, eh bien peut-être le devrait-il. Parmi les parlementaires, il y a un discours parfois encore plus radical. Là, on ne parle plus d'une supposée maltraitance du Parlement. On entend les mots de dictature et de régime autoritaire. On les réécoute et je vous fais réagir. À l'égard des truands, des trafiquants de drogue, des fondamentalistes islamistes, non, c'est pas autoritaire, ça je vous rassure. Mais à l'égard de tout le reste, oui, c'est un régime qui, aujourd'hui, utilise des moyens qui sont autoritaires. Moi, je parle d'un régime qui est devenu autoritaire. Autoritaire, c'est pas un compliment en démocratie. Et il y a une différence entre un régime autoritaire et un régime totalitaire. Les régimes totalitaires, c'est la dictature. Les régimes autoritaires s'arrangent pour que la violence règle ce que la conviction des chefs n'arrive pas à régler. Dans un régime autoritaire. Oui, bien sûr, mais les Français le pensent. 80% des Français, 78% exactement des Français pensent que l'on est dans un régime autoritaire. J'imagine que ça vous met en colère d'entendre ça, François Patria. Ça me fait sourire de voir revenir Ségolène Royal avec de nouvelles ambitions. Ah, c'est un autre sujet. Marine Le Pen, moi, j'ai pas l'habitude de lui répondre. Elle est dans l'extrême droite, son discours. Mélenchon, excuse, il est dans l'outrance en permanence. La France, c'est moi, etc. Il est dans l'outrance. Et puis, mais il est dans l'outrance. Les propos, tout le monde le reconnaît. Tous les commentateurs, tous les plateaux vous disent qu'il est dans l'outrance. D'accord, mais alors comme ça. Et puis, Madame Le Royal est dans le dépit. Elle est dans le dépit parce qu'on ne reconnaît pas ses mérites, on ne lui redonne pas des perspectives, on ne lui donne pas de grands ministères. Alors, ben voilà, elle est dans le dépit. Et elle dit le contraire de ce qu'elle a dit il y a quelques années. Donc, vous voulez dire que les personnes qui ont prononcé ces mots si vous pensez aujourd'hui qu'après les manifestations qu'on a vues depuis un an, un peu plus d'un an, de tout ce qui a pu se passer avec les manifestations syndicales et autres depuis 2 mois autour de la réforme des retraites, si vous pensez que nous sommes dans un régime dictatorial ou autoritaire, écoutez, à chaque fois que les manifestations, bien tenues par les syndicats, se sont tenues dans l'ordre, il n'y a pas eu de débordement et pas de violence. Pas de violence. Donc, quand le droit de manifester, oui, le droit de grève, bien sûr, mais le droit à la violence, non. Et je pense que quand le gouvernement a réprimer la violence, il a eu raison de le faire parce que les Français ne le supportaient pas. Alors, quand vous dites tout à l'heure, la majorité de Français nous soutiennent, écoutez, moi, j'ai fait toutes les semaines du terrain. Je vais dans ma région toutes les semaines. Personne ne me reparle de la réforme des retraites. Et les gens me disent, vous savez ce qu'ils me disent les gens? Maintenant, ça a assez duré, il faut en finir, tenez bon. Voilà ce qu'ils me disent les gens. Alors, Daniel Obono. Écoutez, vous l'assumez ce mot de régime autoritaire employé par le leader de la France? Nous avons alerté, et à la rigueur, si ce n'était que la France insoumise, chers collègues, mais reconnaissez ou entendez au moins les organisations... Entendez la CFDT. S'il vous plaît. Entendez Amnesty International, entendez Human Rights Watch, entendez toutes les organisations de défense des droits humains jusqu'au niveau européen et au niveau international qui disent depuis plus d'1 an par rapport aux stratégies dites de maintien de l'ordre du gouvernement qu'il y a un recul en termes de droits et de libertés démocratiques. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur rapport après rapport. Il n'y a pas de violence dans les manifestations. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a un recul des droits et libertés? Oui, malheureusement aujourd'hui. Vous parliez des manifestations, excusez-moi, j'étais aujourd'hui avec des victimes de violences policières qui ont perdu des yeux, qui ont été mutilés, qui dans leur chair, qui dans leur chair... C'était à l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale. On est aujourd'hui dans un moment où, je veux dire, vous parliez des commentateurs et commentatrices. Aujourd'hui, y compris de grands journaux, sont obligés de reconnaître la réalité de violences policières. Parce que des violences policières, je tenais à rappeler là parce que je pense aux personnes, aux citoyens, des pères de famille, des mères de famille qui ont aujourd'hui des séquelles à vie et que vous passiez ça comme ça d'un reverdement en disant etc. Je crois que vous ne parlez jamais des policiers blessés. Ah mais si, mais bien sûr, bien sûr, chers collègues, nous en parlons parce que y compris mettre les policiers qui sont sous tension depuis plus d'1 an dans de telles situations, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Mais plus largement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que régime autoritaire, les gens vous sont assumez, vous dites qu'on est dans un régime autoritaire. Nous pensons qu'il y a une dérive de ce point de vue-là. C'est pas tout à fait la même chose. Mais si, mais écoutez, revoyez depuis 2 ans et demi, moi je suis membre de la commission des lois avec mon collègue Hugo Bernalicis sur
sur tous les projets de loi, y compris qui ont sanctionné ces reculs-là, nous avons alerté. C'est le cas de constitutionnalistes, c'est le cas, encore une fois, de défenseurs et défenseuses des droits humains qui ont alerté sur les reculs que connaît notre pays aujourd'hui, qui est pris en exemple, je rappelle quand même, qui est pris en exemple aujourd'hui par des régimes extrêmement autoritaires aujourd'hui pour dire, s'ils le font en France, le soi-disant pays des droits de l'homme, chez nous, ça passe. Alors, c'est un vrai sujet. Benjamin Morel. On doit être fier de la manière dont notre pays est vu aujourd'hui. Emmanuel Macron y a répondu à ces accusations dans l'avion qui le ramenait d'Israël. Il a dit ceci: mais aller en dictature, une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez, la dictature, elle justifie la haine, la dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Qui a raison ? Si vous voulez, le problème, c'est qu'on est dans la caricature des deux côtés, d'une certaine façon, avec l'idée que soit on sera en dictature, soit qu'il n'y aurait pas de problème. On n'est pas dans un régime autoritaire. Je crois qu'il faut le dire, il est important de le dire, la France n'est pas un régime autoritaire. En revanche, on a deux phénomènes qui ne sont pas franco-français, qui parcourent aujourd'hui tous les pays occidentaux, qui sont d'un côté une crise de la représentativité politique, qui est réelle, qui est profonde et qui pose des problèmes, et de l'autre, un recul des libertés publiques, notamment lié à des politiques sécuritaires, avec le terrorisme, etc. Ça ne date pas de ce gouvernement non plus. Les lois sur l'état d'urgence, ensuite leur entrée dans le droit commun, c'est quelque chose de structurel depuis un certain nombre d'années que connaît la France, que connaît d'autres pays occidentaux. De là à dire qu'on aurait basculé du côté des dictatures et des régimes autoritaires, évidemment c'est un pas qu'il ne faut surtout pas franchir. On en est encore loin, mais en effet, il est bon d'être vigilant. Parce que moi, j'ai bêtement regardé dans le dictionnaire, dans le Larousse. Régime autoritaire, ça veut dire, se dit de tout régime politique où l'exécutif est investi d'une très grande autorité, d'un pouvoir absolu, dit dictatorial. Et dictature, je suis allée regarder aussi, c'est régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exercent sans contrôle de façon autoritaire. Il y a un contrôle en France, Jadzab ? Bien sûr qu'il y a un contrôle, on est dans un état de droit, on a un conseil d'État, on a un conseil constitutionnel, on a une séparation des pouvoirs qui, effectivement, dans un régime parlementaire est dite souple. Donc, effectivement, l'un essaye de moduler l'autre. Mais concernant les extraits des trois dirigeants qu'on a vus, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal, la première chose, ce que j'ai envie de dire, c'est premièrement grande indignité dans ces propos, les trois. Parce que je fais partie d'une génération, on est jeunes, ces gens-là nous représentent. Et je pense que les dirigeants politiques manquent de dignité. Sur des sujets aussi graves que cela, on n'élit pas les gens pour aller faire des polémiques et pour aller nous qualifier le régime est comme ci ou comme ça. En revanche, comme le disait Madame Obono, sur un certain nombre de sujets, quand on vote l'année dernière la proposition de loi Casseur qui restreint la liberté de manifester, quand on vote, qui a été déposée par M. Retailleau mais reprise par le gouvernement, quand on inscrit un certain nombre de dispositifs qui visent à augmenter les pouvoirs du préfet sans possibilité d'aller devant le juge administratif, là il y a un sujet. Et de la même manière sur la doctrine de contrôle de l'ordre. Mais je pense qu'il faut le redire, parce que sur ce plateau aussi, les jeunes qui nous regardent, peut-être même tous les Français, mais particulièrement les jeunes qui nous regardent, qui vont de moins en moins voter en 2017 comme en 2012, l'indignité de ces propos, que ce soit M. Mélenchon, Mme Royal, n'en parlons pas, et Mme Le Pen, qui pardon, Mme Obono, mais ce sont des gens dont ce conflit est fait prospérer l'entreprise politique. Et j'ai pour ces gens-là beaucoup de questions. Et j'en veux beaucoup parce que c'est à cause de personnes comme ça que les jeunes ne vont plus voter. Le débat qu'on a là, je trouve, est plutôt sain parce qu'il faut parler du fond, mais un peu de dignité de la part des dirigeants politiques. Daniel Obono. Écoutez, je pense que moi, ce qui est indigne, c'est de voir... manifestation après manifestation, des gens, des citoyens se faire matraquer, se faire mutiler. Je suis pas du tout en désaccord avec vous. Et je crois qu'il faut pouvoir exprimer aussi une indignation vis-à-vis de ça. Là, vous avez pris des extraits, mais encore une fois, je vous demande de revoir toutes les fois où à l'Assemblée nationale, nous avons fait des amendements, nous avons interpellé le gouvernement pour questionner sur le sens de ces mesures. Nous faisons ce travail-là et Jean-Luc Mélenchon le fait aussi. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut pouvoir aussi exprimer cette indignation. Et je crois que pour redonner du sens à la politique, il faut aussi, à un moment donné, sortir du cadre et ne pas accepter qu'on puisse dire, voilà, nous ne sommes pas en dictature, mais nous lançons une alerte parce qu'il y a une dérive. Nous parlons de dérive autoritaire parce que, effectivement, les mots ont un sens. Monsieur Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, à qui une de vos confrères journalistes demandait comment vous qualifieriez au moment du vote des lois de sécurité intérieure, qui qualifierait, on est en démocratie, dictature, il disait, on peut parler de démocrature, un espèce de mélange entre
entre les deux, il dit oui, on pourrait parler de quelque chose comme ça. Donc oui, il y a des formules choc, mais je pense que c'est à la hauteur enfin, du sentiment aussi de se dire oui, nous sommes responsables politiques et moi je ne veux pas faire partie d'une génération politique qui vient d'arriver à être élue et qui se retrouve dans un Parlement qui vote de telles lois. Alors, et je ne veux pas attendre de ne plus avoir le pouvoir de le dire, de risquer d'aller en prison pour pouvoir le dire parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Justement, donc oui, là, la situation, sur la c'est colère. Le moment où il faut que tout le monde se ressaisisse, justement. Revenons sur la colère et le sentiment d'impuissance des parlementaires. Leur marge de manœuvre est finalement assez limitée avec une assemblée qui est effectivement acquise à l'exécutif. Que leur reste-t-il? On a préparé un petit tableau, regardons ensemble. Qu'est-ce qu'il leur reste? La motion de censure, c'est compliqué puisqu'il faut une majorité absolue à l'Assemblée. Revenir à une procédure classique, compliqué aussi puisqu'il faut l'accord des deux chambres. Rejeter tout simplement l'examen du texte, mais c'est s'interdire de l'amender. Faut-il aller alors jusqu'au référendum? Le Parlement est-il vraiment impuissant? On va demander à Hervé Marseille ce qu'il en pense. Il est patron des sénateurs centristes ici au Sénat et je vous fais réagir après. Il est avec Alexandre Poussard en salle des conférences. Hervé Marseille, vous avez interrogé vous-même cet après-midi lors des questions au gouvernement le Premier ministre pour lui demander d'abandonner la procédure d'urgence d'examen de la réforme des retraites. Eh bien, il a dit non. Le gouvernement va tenir son calendrier. Comment vous recevez cette réponse négative du gouvernement? Écoutez, c'est un peu dommage parce que le seul endroit où on n'a pas parlé de retraite depuis 2 ans, c'est justement le Parlement. On en a parlé dans la presse, évidemment, avec les syndicats, au gouvernement, un peu partout, sauf au Parlement. Donc il faudrait d'abord que le Parlement ait un peu de temps pour pouvoir examiner tout ça. Et c'est un temps qu'on lui refuse. 2 semaines à l'Assemblée, 4 semaines au Sénat, c'est peu. Alors le Sénat a fait une demande officielle via sa conférence des présidents pour demander une procédure classique d'examen à 2 lectures de ce texte de la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a quand même des armes législatives pour le Sénat pour prolonger cet examen de la réforme? Non, d'ailleurs, il ne s'agit pas de faire la guerre, d'employer des armes, comme vous le dites. Des outils. Des outils. Je pense qu'il faut qu'on ait un échange approfondi. C'est un texte déterminant pour l'avenir de plusieurs générations et qui va nous engager dans des décennies assez lointaines. Donc la moindre des choses, c'est quand même de pouvoir aller au fond du sujet. Or, on n'a pas tous les éléments. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire l'avis du Conseil d'État qui montre combien il y a d'insatisfaction, de lacunes, de manque de documentation. Il faut qu'on ait ces précisions. Le président Larcher l'avait dit il y a déjà plusieurs semaines pour pouvoir travailler en ayant sur la table tous les éléments nécessaires à notre réflexion. Mais alors, compte tenu de nos institutions, est-ce qu'il n'y a pas une impuissance du Parlement pour essayer de peser et de prolonger cet examen? Écoutez, déjà on voit que la rue s'énerve passablement, hein. Il y a encore les pompiers, il y a encore les avocats, il y a encore toutes sortes de gens qui protestent. Il serait bon que le débat ne se fasse pas uniquement dans la rue et avec l'exécutif. Il y a des corps intermédiaires et en particulier dans toute démocratie un Parlement et il serait bon que le Parlement remplisse son rôle, c'est-à-dire qu'il étudie la loi. Est-ce que le gouvernement tient vraiment compte du rôle du Parlement finalement? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Est-ce qu'on peut imaginer un rejet symbolique de ce texte en première lecture par le Sénat pour protester? Tout est possible, on va voir, je ne veux pas préjuger. On va d'abord laisser l'Assemblée travailler le texte. Elle a en revanche peu d'éléments pour l'instant et nous ne voulons pas travailler à l'aveugle. Très bien. Merci beaucoup Hervé Marseille pour votre analyse. Merci beaucoup Alexandre. On voit François Patria, quoi qu'il arrive, ça abîme un peu les relations entre le Parlement et l'exécutif. Écoutez, Hervé Marseille, c'est quelqu'un de modéré, de sympathique, de drôle. Je l'ai vu hier soir au vœu du Premier ministre. Je l'ai vu le Premier ministre applaudir le Premier ministre et lui serrer la main et lui dire que c'était très bien. Et je l'ai vu dans l'hémicycle ensuite dire il faut reprendre la majorité du Sénat parce que là, on est dans l'opposition. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? On est dans la posture. D'abord, je vais vous dire, oui, on est dans la posture et dans l'obstruction, je vous le dis. C'est les arrière-pensées. Alors, je vais répondre à Hervé Marseille. D'abord, premièrement, est-ce que vous dites sous la Ve République, j'ai apprécié vos interventions, ça n'est pas nouveau. Le fait majoritaire et la Ve République est faite avec ses pouvoirs du Parlement aussitôt. Je les ai connus dans la majorité et dans l'opposition. Je vois bien ce que j'ai vécu à certaines époques. J'ai également dit que c'était particulièrement brusque cette fois-ci. Mais ça, c'est la Ve République. Ça s'accélérait. Ensuite, dire aujourd'hui, étude d'impact. Il n'y a pas d'étude d'impact. 960 pages, j'espère que vous avez lu. 960 pages. Ne dites pas qu'il n'y en a pas assez. Oui, mais c'est truffé d'erreurs. Vous savez combien il y en avait pour les dernières réformes? 60.
60. Deuxièmement, le Conseil d'État dit la chose remplir suivante. des pages, c'est pas faire une... C'est-à-dire qu'il répond aux questions. Non, mais attendez, je ne vous ai pas interrompu. Oui. On répond aux questions. D'accord, excusez-moi. Alors, je vous ai interrompu et j'ai eu le temps. En plus, vous m'interpellez, moi. J'ai eu le temps. Mais vous pourrez me répondre après. Alors, ensuite. Oui, mais rapidement, parce qu'on a peu de temps. Ça va vite. Excusez-moi. Toutes les réformes des retraites ont été faites en procédure accélérée. Toutes. Vous m'entendez. Et ce que dit le Conseil d'État, alors moi ça me fait sourire le Conseil d'État, il y a 2 ans on nous disait n'écoutez pas autant le Conseil d'État, surtout n'écoutez pas le Conseil d'État. Et aujourd'hui le Conseil d'État devient la vedette du Parlement. Bien, mais dedans, moi j'ai vu des gens du Conseil d'État avant-hier à l'Élysée, j'en ai rencontré, écoutez-moi bien. Et ils m'ont dit, mais globalement, ce texte de loi, on surinterprète notre avis aujourd'hui et on donne un quitus à 98% du texte. Voilà. Il faut qu'ils republient un communiqué. Voilà, comme tel. Alors qu'ils disent qu'aujourd'hui, les ordonnances, alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas d'ordonnance si on va parler par exemple demain de la reversion? On ne va pas mettre dans la loi les modalités, ça va se discuter avec les syndicats, de la pénibilité avec les syndicats, des fins de carrière avec les syndicats. Donc vous voyez, c'est normal qu'ils ordonnent. C'est normal. Écoutez, moi je pense que c'est surtout l'aveu d'un échec. Parce que c'est quand même, c'est ce que je disais. Oui, non, mais vous avez le nombre. Vous avez le nombre. C'est la démocratie. Quel est l'intérêt justement d'une telle brusquerie? Vous parliez, effectivement, nous on est pour changer de système de la République. Vous vous sentez un peu impuissante face à non, ce texte? moi je me sens d'abord inspirée par les mobilisations qui continuent sur des formes diverses et variées et qui montrent la détermination et qui justifient le fait d'être opposé à ce texte et de mener cette bataille et de demander à être respecté en tant que parlementaire. Et je crois que justement c'est un aveu d'échec parce que la majorité n'a pas réussi à convaincre, a perdu la bataille de l'opinion et donc utilise des manières. Et il ne suffit pas de dire on a toujours fait ça dans la Ve République. Votre majorité s'est présentée comme le nouveau monde, comme justement celles et ceux qui allaient changer une manière de faire la politique, redonner envie et donner une autre image de la politique. Et maintenant vous le justifiez en disant on a toujours fait ça en Ve République, donc on continue. Mais si, c'est ce que vous venez de dire. Donc je pense que c'est l'aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Le gouvernement est sur la défensive et donc passe en force en faisant tout et n'importe quoi. Et je pense que ça justifie l'opposition. Je vais essayer. Du point de vue parlementaire, si vous voulez, dès le moment, il y a des possibilités d'action pour le Parlement, mais il faut que la majorité de l'Assemblée nationale soit d'accord. Sinon, ces possibilités d'action sont réduites à zéro. Les possibilités d'obstruction à l'Assemblée nationale qui existaient il y a quelques années ont été très réduites par les diverses révisions du règlement. Aujourd'hui, très clairement, une obstruction massive à l'Assemblée nationale ne serait pas réellement audible. La seule chambre qui, en effet, peut faire de l'obstruction, mais c'est pas du tout sa culture et c'est pas arrivé depuis le début des années 90, c'est le Sénat. Parce que là, en effet, si le Sénat dit on siège 3 jours par semaine et on écoute chaque sénateur sur chaque amendement, là, très clairement, il y a une possibilité de freiner. Là, c'est une possibilité, mais ça impliquerait quand même d'aller contre une partie de l'électorat de droite qui aujourd'hui soutient cette réforme et d'aller en effet dans une méthode d'action qui est très très rare au Sénat. Encore une fois, on l'a connue dans les années 80-90, beaucoup moins que les années 2000. Ce ne serait pas dans l'intérêt de l'image des sénateurs, Jad Zahab. Non, en effet, j'abdique toute capacité à réconcilier les deux parlementaires de ce plateau. À regret, mais je pense que là-dessus, l'examen va commencer en commission la semaine prochaine. Vous disiez effectivement, il y a beaucoup d'ordonnances. Si je peux me permettre quand même, la conférence de financement qui commence demain avec les syndicats pour objectif de fixer un cap budgétaire, ça me semble quand même gênant pour un Parlement d'autoriser une trajectoire à 2037 sans qu'on ait des moyens. Alors, le gouvernement nous dit c'est pour entendre les partenaires sociaux. Très bien, mais je pense que le Parlement, doit pouvoir avoir une marge de manœuvre. Et à l'inverse, je salue le fait que vous dites quand même que vous êtes combative et que vous allez vous saisir des possibilités d'amendement. Je crois que là-dessus, on n'a pas pu vous réconcilier, mais au moins on peut s'entendre sur le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat vont devoir jouer leur rôle. Le Sénat avait oublié son rôle pendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'il avait rejeté à la première lecture. Je pense que les sénateurs l'ont regretté après. Là, que les députés et que les sénateurs se saisissent du texte, on peut regretter la méthode gouvernementale. La seule question que je me pose, c'est qu'a fait M. Delevoye pendant 2 ans? Si tout était prêt, je pense que les choses auraient dû aller plus facilement. C'est une question qu'on se pose maintenant. Pour les jeunes générations comme la mienne qui vont bénéficier complètement de ce nouveau système, on a besoin que les parlementaires se saisissent, j'allais dire, avec la conscience de la gravité des sujets et puis l'envie de construire du consensus, comme sur ce plateau, bien sûr. Absolument, c'était tout l'état d'esprit de ce plateau. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat serein et plutôt amical. C'est pas toujours le cas. Merci en tout cas. Nous, on se retrouve demain à 18h pour un nouveau numéro de Dialogue citoyen. Vous connaissez probablement la formule. Elle est mensuelle. 9 citoyens
citoyens, 6 sénateurs qui vont échanger cette fois sur le thème de la santé. Accès aux soins, déserts médicaux, hôpital en détresse. Ils auront 1h30 pour échanger sur ce même plateau et je serai là pour les y aider. Bien sûr, vous retrouvez Oriane Mancini demain entre 7h30 et 9h pour Bonjour chez vous. Et son invité politique sera Guillaume Larrivé, député LR de Lyon. Très très bonne soirée sur Public Sénat.